Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette première édition de DSI Expérience. DSI Expérience que nous avons préparé dans l'esprit d'avoir un partage en fait des grandes DSI françaises, des problématiques qu'elles rencontrent avec l'open source, problématiques, les solutions aussi, mais tout ce qui peut se passer chez eux en passant bien évidemment par la stratégie. Et cette nouvelle opération, donc DSI Expérience, a été montée, je le précise, avec Red Hat et Orange, qui nous ont accompagnés sur ce sujet, ainsi que le TOSIT, en la personne de Simon Clavier, qui en est le président. Nous allons donc vivre 3 sessions. Une première qui sera suivie d'une courte pause de 15 minutes, et ensuite 2 autres. Et nous allons dès maintenant commencer avec la première table ronde. Oui. Nous avons la chance d'avoir 3 responsables informatiques de haut niveau. Je passe un peu gentil. On a Virginie Rosière du ministère des Affaires étrangères. Je vous laisserai vous présenter un petit peu. Après, Jean-Baptiste Courouble, URSAF. Et voilà. Noshimovski, vous étiez prêt. Noshimovski. Je me suis entraîné, désolé. C'est comme la bicyclette, une fois. Qui est d'une filiale d'Orange. Je vous laisserai présenter un petit peu Alain via Access Orca. Alors, je vous laisse vous présenter un petit peu. Et après, on passera on essaiera de ne pas faire la sieste. On va essayer de vous réveiller. On va parler de la maîtrise du SI grâce à l'open source. On va balayer large. On va parler des aspects un peu politiques, du Cloud Act, du RGPD et autres. On va parler des aspects un peu économiques, du lock-in, des audits, même des choses pas très gentilles parfois. On va parler des aspects un peu techniques, sans rentrer dans le détail, mais un peu de la maîtrise de la cyber surtout. Et enfin, le Green IT, comment l'open source peut aider à faciliter la mise en place d'un véritable Green IT. Voilà. Virginie. Alors, il me revient le plaisir de commencer. Donc, je me présente. Donc, Virginie Rosière, aujourd'hui directrice du numérique du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, donc avec des préoccupations qui sont vraiment au croisement à la fois des questions, on l'a dit, politiques, de souveraineté, de maîtrise. Et donc, ravie de pouvoir m'exprimer ici, donc aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères, et puis avec aussi un parcours un peu biface entre le numérique public et puis les questions de souveraineté numérique, plutôt dans les enceintes européennes et la négociation internationale. Donc, je serais ravie d'aborder aussi ces questions avec vous. Sujet qu'on va aborder, sujet passionnant. Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste Courouble, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis le DSI de l'URSSAF. Apparemment, on appelle ça la COS, mais on a changé de nom depuis 2 jours, puisqu'en fait, depuis 2 ans, pardon, puisque en fait, maintenant, notre marque employeur, c'est vraiment l'URSSAF. Et donc, c'est une DSI assez importante. Vous connaissez, je pense, que l'URSSAF, dont le rôle est à la fois de collecter les cotisations sociales au service de la protection sociale, et puis en même temps d'accompagner les petites et grandes entreprises dans leur vie, depuis la création jusqu'à la fin. Juste quelques chiffres pour dimensionner un peu en termes. Vous avez une DSI de 1000 personnes en 2000. Alors, on a une DSI de 1200 personnes en interne et on travaille avec à peu près 800 prestataires. Et l'URSSAF, c'est une collecte de 600 milliards d'euros par an. Donc c'est un budget qui est incomparable en fait. C'est pas un chiffre d'affaires. Mais en fait, voilà, ce qui positionne en fait tout de suite la criticité de ce système d'information en matière de collecte et de robustesse, de trésorerie, parce qu'on perd aussi la trésorerie du régime général de la sécurité sociale. Donc on est un peu la banque, quelque part, donc, avec des missions à la fois d'être le plus rapide possible pour servir les prestations. Donc entre le moment où il y a une collecte, 1 euro qui est collecté, avoir un temps le plus court pour qu'il soit ensuite utilisable par les caisses prestataires que sont la retraite, la maladie, les allocations familiales, le chômage, enfin l'ensemble des grands acteurs sociaux. Et donc, et avec des volumes importants, en effet. Tout à fait. Alain ? Alors oui, bonjour à tous. Alain Noshimovski, je suis donc le CTO de Access Orca. Alors je pense que ma présence sur on a 2 particularités, disons, Access Orca, au titre desquelles on intervient sur ce panel. D'ailleurs, le premier, c'est qu'on fait partie d'un grand groupe qui s'appelle Orange. On est une filiale du groupe Orange. Et donc, même si jamais j'interviens avec l'étiquette Access Orca, je pourrais peut-être, dans la discussion, dire quelques mots, parce que Orange a une stratégie très rodée et mise en œuvre autour de l'open source.
Et puis la deuxième particularité, c'est qu'on est, peut-être à la différence de mes copanélistes, on est un éditeur de soft, de logiciels. Et donc l'open source chez nous, c'est pas uniquement une problématique d'IT, c'est aussi finalement des choses qui vont rentrer dans notre code applicatif, et c'est la maîtrise de nos chaînes d'approvisionnement logiciel. On est un des acteurs mondiaux, disons leaders sur le marché de la télévision numérique. Nos gros clients sont les opérateurs de télévision à travers le monde. Et on fournit des solutions software dans différents environnements, en SaaS, dans le cloud, etc., multi-cloud, hybrid cloud. Et en général, je pourrais dire peut-être en contexte que le monde de la pay TV a été un petit peu disrupté aussi par l'open source, avec l'arrivée d'un petit acteur qui s'appelait Google et Android. Et donc ça aussi, quelque part, c'est dans le background de l'open source de la discussion chez nous. Voilà. Ok. Donc on a 3 problématiques assez distinctes. Une problématique de volume à l'URSSAF, une problématique trait de souveraineté, si je ne dis pas de bêtises, au ministère des Affaires étrangères, une problématique technique assez de maîtrise. On va commencer par l'aspect un peu politique. Alors politique, on peut dire carrément politique, Virginie, non ? Totalement. Totalement. C'est effectivement la question de la maîtrise de son système d'information, de ses outils. Pour nous, c'est une question éminemment politique. Évidemment, on pense à la nécessité de protéger notre information du regard d'autres puissances étrangères qui, dans on va dire un jeu mondial où la question de l'intelligence et du renseignement est essentielle, voilà, la préservation de cette maîtrise et la préservation de cette confidentialité est pour nous centrale. Alors au-delà des aspects techniques, on verra après sur le plan cyber, et il y a l'aspect purement politique, le Cloud Act, donc la politique du MAE, du ministère des Affaires étrangères par rapport au Cloud Act. Oui, il y a le Cloud Act, mais pas uniquement. Nous, par exemple, on est très ciblé par le Foreign Intelligence Surveillance Act, qui cible les ministères des Affaires étrangères un peu partout dans le monde. Donc la question de l'extraterritorialité du droit américain et de la manière dont on peut s'en protéger par justement le recours à des acteurs qui ne sont pas sujets à cette pression d'exigence légale américaine, et puis aussi d'autres États. Il y a d'autres États qui ont un droit avec une application extraterritoriale. C'est un sujet de souveraineté, mais c'est aussi un sujet de maîtrise du risque. C'est vraiment un risque qu'on essaie de minimiser au maximum, donc par le choix de solutions qui n'y sont pas sujettes et qu'on peut maîtriser, avec lesquelles on arrive à construire une relation de confiance avec ceux qui sont à l'origine de ces solutions. Donc il y a d'une part l'open source et d'autre part le choix des fournisseurs. Exactement. C'est vraiment les deux leviers. Et l'open source répond évidemment aussi à ces enjeux-là. Jean-Baptiste, même logique, enfin pas exactement les mêmes enjeux. Si, la maîtrise est fondamentale. Donc on a, alors pas forcément exactement les mêmes enjeux, mais en tout cas le même type d'enjeux. Alors, cette notion de souveraineté, elle est compliquée à appréhender. En fait, nous, ce qu'on cherche, c'est des sphères de confiance. C'est-à-dire qu'on puisse se dire que là où on pose nos applicatifs, la manière dont on les traite, on respecte un certain nombre d'éléments qui nous permettent de donner confiance à nos usagers, à nos directions. Et c'est ce qu'on va rechercher globalement dans le monde social, d'ailleurs. Parce qu'on sait bien qu'on traite des données de santé, on traite des données de salaire, on traite des données qui sont fondamentalement au cœur de la vie personnelle de nos usagers. Et donc c'est un devoir que de protéger ces données qui leur appartiennent. Et donc on va systématiquement en effet chercher la confiance. Oui. Bien avant le RGPD, vous avez commencé à avoir une démarche open source. Enfin, sans faire un historique trop complet, mais alors, oui, bien sûr. Alors, là, c'est vrai que maîtrise du SI avec l'open source, évidemment. Alors il y a le sujet de confiance, mais c'est pas le seul. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, nous on a commencé bien il y a plus de 20 ans en fait, on a commencé à développer des solutions à base d'open source. Alors au début, on appelait ça, c'était à l'époque des architectures LAMP, où on avait Apache, Tomcat, Linux, etc. Donc c'était nos premiers serveurs web qu'on mettait en place. Et puis petit à petit, on a évolué, évidemment. Je me permets de vous couper. LAMP. Qui connaît LAMP? C'est plus trop pas la mode. C'est ce qu'on disait dans les années 2000. C'est ce qu'on disait dans les années 2000. Aujourd'hui, on n'en parle plus trop, mais en fait, c'était la première approche d'architecture web qui était utilisée par les entreprises et sur lesquelles on a surfé, pour le coup, beaucoup. Nous, concrètement, évidemment, on avait une volonté aussi de diminuer notre dépendance vis-à-vis d'éditeurs commerciaux, et d'avoir, là aussi, pour le coup, le dessin entre nos mains. C'est-à-dire de rééquilibrer un peu les relations avec les fournisseurs grâce à l'open source. Oui,
d'utiliser des composants open source. Ouais. Sachant que alors, tout ne peut pas être fait avec l'open source, évidemment, mais en revanche, beaucoup de choses peuvent être faites avec l'open source. Alors après, on en parlera peut-être, c'est aussi une approche, c'est aussi une mentalité, c'est une façon de faire, c'est des compétences, des expertises, etc. Mais globalement, c'est une politique qui est complètement possible dans les organisations comme les nôtres. Enfin voilà, c'est pas réservé à certaines entreprises. Je pense que l'open source est accessible par le plus grand nombre. Dès lors qu'on sait où on veut aller avec, la manière dont on veut le gérer. Et de notre côté, en fait, ça n'a jamais cessé de s'amplifier. C'est-à-dire qu'on avait commencé avec ces architectures Internet, et puis nos applications back-office maintenant sont toutes avec, par exemple, des SGBD qui sont open source. Moi, j'ai plus d'SGBD commerciaux aujourd'hui dans mes applicatifs. On gère quand même. On va revenir sur le sujet après. Voilà. Sur les SGBD. Donc, il n'y a pas de perte de maîtrise par rapport à ça. Et en effet, ce sujet de la dépendance est très important pour nous, surtout dans l'époque actuelle. Quand je disais encore la semaine dernière que l'inflation des logiciels SaaS était 2 fois supérieure à l'inflation du reste des produits. J'ai lu ça. Et donc, voilà, on observe ça tout le temps. Enfin, dans les relations qu'on peut avoir avec les éditeurs, c'est quand même ça. Notre sujet, c'est une bataille permanente. Et donc, il est vrai qu'avec un certain nombre de logiciels open source, on s'affranchit de ça et on garde notre énergie pour d'autres sujets. Alors Alain, intéressant, là, vous êtes une entreprise privée. Et quand on a préparé la table ronde, vous avez évoqué la souveraineté du business. Oui. Enfin, de votre business, en l'occurrence. Ouais. Alors, sans tomber dans les détails techniques qu'on abordera après, mais c'est vraiment une stratégie, quoi. Oui, enfin, disons que au-delà de la souveraineté étatique, je pense, qui a été évoquée, l'open source est aussi, je pense, un instrument, c'est pas le seul, de la souveraineté business. Qu'est-ce que c'est la souveraineté business ? Nous, on la définirait comme le contrôle, finalement, de sa chaîne d'approvisionnement, de sa supply chain. Donc, pour un éditeur de soft, ça veut dire que... Supply chain logiciel. Logiciel en particulier, mais pas que, disons. Mais en particulier pour nous, c'est ça. C'est garder la main un peu sur cette supply chain. Ça veut dire garantir l'efficacité opérationnelle de cette chaîne d'approvisionnement, garantir que la propriété intellectuelle elle y est conservée lorsqu'on a des chaînes distribuées. Enfin, l'open source, c'est une des sources, disons, de ce qui alimente la production du software, du logiciel. Et c'est, je pense, un des instruments de cette maîtrise-là qui peut permettre, dans certains cas, d'influencer le dessin de certaines briques logicielles, une certaine transparence sur la roadmap. Donc c'est plus large, je dirais, la souveraineté que strictement la partie étatique. Voilà. Okay. Donc pour vous trois, l'open source fait partie de la stratégie dès le choix de l'architecture du système d'information. Je dis pas de... Non, absolument, c'est même un élément fondamental. Ouais. Tout à fait. En termes de relations, vous parliez de négociations au niveau Europe, Virginie, tout à l'heure. Oui, les questions, on va dire, de captation de valeur ne sont pas que dans le domaine logiciel. Les questions de propriété intellectuelle, elles sont présentes dans on va dire toute l'économie de l'intelligence en fait, et le numérique en fait totalement partie. Et c'est vrai qu'avec des solutions open source, comme ça a été dit, on a quelque part une maîtrise de la chaîne de valeur, aussi un modèle vertueux de redistribution de la valeur à l'ensemble des contributeurs, et puis on s'évite des phénomènes de captivité qui ensuite, et de dépendance qui ensuite entraînent potentiellement effectivement des hausses de coûts qui sont hors de contrôle, donc, ou qui demandent pour en sortir des investissements lourds en termes de réversibilité, qu'on ne rencontre pas avec des solutions open source. Donc c'est vrai qu'on s'épargne quand même énormément de risques. On parlait de risques juridiques, mais aussi de risques de modèle économique, de soutenabilité. Et en ça, effectivement, c'est un modèle qui est extrêmement rassurant et qui va à rebours, on va dire, d'une tension qui voudrait viser à une massification des acteurs et un développement d'acteurs qui deviennent centraux et qui sont hors du périmètre européen. Merci Virginie. Je pense qu'on a fait au niveau politique. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là, au niveau stratégie ? Bon, je pense que vous avez été limpide. Enfin, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec les aspects économiques. On a évoqué déjà un peu les lock-in. Donc là, on va arriver à des choses. Comment limiter la dépendance économique par rapport aux acteurs et quelles sont les actions concrètes ? Alors, je vais parler du TOSIC, par exemple, auquel Orange appartient, si je ne dis pas de bêtises. Oui, alors Orange appartient... Donc, pour replacer le contexte. Ouais.
Je ne peux pas parler, disons, en détail du TOSIT. Moi, à mon niveau, je peux vous dire qu'on s'appuie énormément sur Orange dans un certain nombre pour un certain nombre de processus liés à l'open source. Voilà. La communauté Orange est très active, très présente aussi aujourd'hui. Mais sur la partie économique en particulier, je peux rebondir là-dessus si vous voulez, déjà. Déjà, pour rappeler le TOSIT, c'est une association 1901 qui groupe je ne sais pas, 8-10 sociétés à peu près, qui partagent les développements et dont le but est, entre autres, d'aider, de faciliter la sortie de certains éditeurs. Hein, j'ai à peu près résumé le... OK. Donc, allez-y. Donc, vous disposez du soutien d'Orange pour... Donc on dispose du soutien d'Orange. Alors sur plein de choses. Enfin, Orange a une politique, je dirais, très rodée c'est partenarial également, qui permet en fait, avec des certain nombre d'écosystèmes de partenaires, de travailler en win-win. Encore une fois, j'interviens sous ma casquette ViaAccess Orca, mais disons qu'aujourd'hui, on utilise certains partenaires sur des briques spécifiques, là où la compétence, on ne l'a pas toujours en interne. Voilà, et puis c'est très abouti. Sur la question en général de la économique, je dirais, du lock-in, alors, disons, je pense qu'on parlera beaucoup des bénéfices. Okay, je voudrais aussi que vous gardiez un peu de temps sur les challenges que l'open source représente. Donc je crois que tout le monde a... Jean-Baptiste, en préparant, a souligné effectivement le challenge qu'il y avait à éviter le locking et à sortir aussi du propriétaire, quoi. Donc le challenge, vous voulez dire un mot sur le challenge? Ouais, donc sur le challenge, en fait, disons qu'il y a déjà la question de certains éditeurs, certaines communautés, disons, voilà, enfin pour nous, je dirais à notre niveau, on est une petite boîte. Donc faire le pari de l'open source, c'est très souvent gagnant. Voilà, mais ce n'est pas des fois, lorsque la communauté n'est pas bien maintenue ou lorsque les règles du jeu changent en cours de route, on en paye le prix aussi. Donc il faut bien faire attention à quelles sont les briques sur lesquelles on insiste. Et puis, même si jamais, encore une fois, la balance, elle est, je pense, au niveau des avantages, elle est très largement des avantages. Disons, il faut être riche pour acheter bon marché quelque part, et l'open source, c'est pas gratuit. C'est pas toujours gratuit. Donc, la Free Software Foundation dit, au sens de free, free, c'est pas free beer, c'est free speech. Okay, donc ça, c'est des choses qu'il faut bien avoir en tête lorsqu'on fait de l'open source. Mais au-delà de ça, en effet, il y a une maîtrise, disons, de certaines roadmaps, de transparence sur l'avenir, et voilà, ça c'est important pour nous. Ok. Alors Jean-Baptiste, je crois que vous parliez de SGBD tout à l'heure. Je crois que vous êtes totalement sorti, si je ne dis pas de bêtises, d'Oracle. Alors, un bref historique sur les derniers épisodes, peut-être. Oui. Alors, moi, je ne suis pas dogmatique sur l'utilisation de l'open source. Il ne faut pas l'être. Je pense que c'est vraiment une approche, une maîtrise qu'il faut avoir, et puis une analyse d'un certain nombre de paramètres qui permettent d'y aller sur un certain nombre de sujets. Et on se rend compte qu'en fait, il y a de multiples sujets sur lesquels on peut y aller. Alors, sur l'histoire du SGBD, nous, en effet, on avait commencé sur nos applications Internet à utiliser du PostgreSQL, et on en était très contents. Et puis, on avait tout le cœur historique qui était avec de l'Oracle, en effet. Avec quand même des audits de conformité, comme on peut imaginer, qui ne se passaient pas toujours très bien. Avec du coup... On va peut-être préciser, parce que c'est un point... tout le monde connaît les audits de conformité. Qui connaît les audits? Si vous ne connaissez pas. Je pense. Alors, pour rappel, quand même, enfin, c'est assez rigolo sans tomber dans trop de détails techniques, mais Oracle avait changé les conditions. En fait, non, oui. C'est-à-dire qu'en fait, la politique de l'éditeur, je ne veux pas pointer du doigt Oracle, parce que je pense que c'est un peu général. Les politiques éditeurs, en général, c'est d'abord de faire évoluer les conditions de vente, d'utilisation. Et surtout, il y a eu un virage qui a été compliqué à prendre, c'est le virage de la virtualisation. Et au moment de l'arrivée notamment de VMware et de la virtualisation, du coup, on n'avait plus les mêmes métriques, parce qu'avant, on raisonnait en CPU, etc. Puis on n'avait plus les mêmes métriques pour pouvoir évaluer les coûts, etc. Et donc, à un moment donné, il était considéré que les licences n'étaient plus les mêmes. Et c'est vrai qu'un jour, la partie donc, conformité d'Oracle me dit on a fait votre audit, vous me devez 100 millions d'euros. Et ce jour-là, c'était il y a 5 ans, ou il y a 6 ans, je me suis dit plus jamais.
Et donc, évidemment, je n'ai pas payé 100 millions, mais en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, ça permettait tout simplement de me vendre un ULA, vous savez, qui est oui, tout à fait. Licence illimitée, etc., beaucoup plus cher que ce que je payais auparavant. C'était le seul moyen de m'en sortir. Donc à ce moment-là, j'ai en effet investi assez lourdement. Le projet qui a consisté à sortir tout le cœur de métier historique d'Oracle a coûté plusieurs millions d'euros, mais il me fait gagner plusieurs millions d'euros par an. Donc voilà, on a sué, on a transpiré, on l'a fait, mais aujourd'hui on en est content. Donc je pense que il faut y réfléchir. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, je ne dis pas que c'est facile. On a d'autres éditeurs avec lesquels c'est parfois un peu compliqué. Je ne suis pas sûr que je me lancerai dans la même opération parce que je pourrais mettre en risque mes utilisateurs. Il faut aussi, moi, je ne suis pas un éditeur de logiciels. Hein. Enfin, oui, je suis un éditeur de logiciels, mais c'est de la valeur métier qu'il faut apporter avant tout. Et donc, expliquer à nos usagers que je vais faire que de la tech et que ça leur apportera rien, parce qu'honnêtement, pour eux, que ce soit de l'Oracle ou du PostgreSQL, ça ne change pas grand-chose. Vous avez un maintien en condition opérationnelle quand même qui est indispensable. Bien sûr, mais quand on dit je ne peux pas vous mettre à disposition mes développeurs parce qu'ils sont en train de faire de la migration, il faut pouvoir l'expliquer, il faut trouver le bon créneau, l'opportunité, mais voilà, c'est des coûts gagnants. J'ai un autre sujet actuellement avec un autre éditeur que je suis en train de traiter. Je ne vais pas tout pointer du doigt parce que je pense que ce n'est pas non plus le but. Mais voilà, c'est assez emblématique, en tout cas, des projets qui sont vraiment gagnants. L'open source comme un rééquilibrage du rapport de force avec des éditeurs. Alors ça, oui, je pense que ça l'est, et je pense qu'on est un peu connu maintenant pour ça chez nous. Et donc les éditeurs le savent, et maintenant les éditeurs savent aussi que quand je le dis, je peux le faire. Donc c'est une manière, en effet. Alors, moi, je suis membre du SIGREF. Hein, vous savez, ça fait partie. On a beaucoup d'ateliers sur ces sujets-là. Ça fait partie des sujets. Chaque fois qu'il y a des éditeurs qui exagèrent, eh bien, on essaie ensemble de réfléchir. Je pense qu'on peut en parler. Hein, c'est public comme information. Le SIGREF édite. Il y a 5 groupes de travail, je crois, sur un peu les abus en termes de maintenance et d'audit de. Alors, si je dis pas de bêtises, il y a SAP, IBM, Oracle, Microsoft, Salesforce et Microsoft. Enfin, sans grande surprise. Hein. C'est ça. Ça fait l'objet de publications publiques sur le site bien du sûr, SIGREF. oui, on trouve ça, tout ça disponible sur le site du SIGREF. En effet, il y a des travaux et je pense que c'est important qu'on puisse travailler ensemble sur ces sujets-là parce que moi, par exemple, je sais aussi que dans la politique d'achat avec les grands éditeurs, j'essaie de m'allier avec mes camarades de l'assurance maladie, l'assurance retraite, le Pôle emploi, etc., pour pouvoir aussi faire levier et éventuellement commencer. Parce qu'on est tout petit pour ces grands éditeurs, il faut se le dire. On est tout petit, en fait. On se croit gros, mais non. Ouais. Donc ouais, voilà, puis, c'est valable dans tous les domaines. Oui. Enfin, je crois qu'il y avait eu un rapport du SIGREF sur les alternatives à 365 qui soulignait que tous les composants étaient là, mais qu'il y avait un effort d'intégration à faire qui était assez conséquent. Absolument. Et puis, c'est vrai aussi qu'en ce moment, on vit, depuis un certain temps, on vit le virage SaaS sur ces outils, et on voit bien qu'au travers de ce virage, il y a des tas de... Par opportunité, il y a un certain nombre d'éditeurs qui packagent ce qu'on appelle la shrinkflation, qui packagent un certain nombre de composants dont vous n'avez absolument pas besoin pour vous vendre des licences beaucoup plus chères que ce que vous devriez payer par rapport à votre propre besoin. Donc c'est aussi ça qui est... En tout cas, moi, personnellement, je lutte contre ça. Et l'open source est une arme redoutable, bien utilisée, pour pouvoir lutter contre ça. Une arme redoutable. Mais c'est pas qu'une arme, c'est aussi... Oui, bien sûr, les réalisations au cas d'usage. Donc si je résume, il faut investir dans des ressources. C'est pas à chaque fois, mais ça permet vraiment de rééquilibrer, quitte à sortir parfois, par exemple, d'Oracle en tant que... Oui, alors c'est-à-dire que moi, j'ai pas eu d'investissement sur les compétences, parce qu'on les avait ça fait 20 ans qu'on les a. Donc moi, depuis le début, j'avais dit c'est une voie très importante chez nous, et il faut qu'on soit dans une logique open source. L'investissement, en effet, c'est la migration. C'est-à-dire de dire, je veux sortir d'un éditeur pour aller vers une solution open source. Ça, c'est un investissement. Il faut accepter de le faire. Il faut convaincre les directions métiers, le directeur général, en lui disant, voilà le gain que je prévois. Et puis ensuite, en effet, c'est un travail important parce que, comme vous imaginez, quand vous êtes sur des systèmes de cœur de métier très importants, derrière, vous avez des phases de non-régression monstrueuses, vous avez des tests très importants, et donc il faut pouvoir le maîtriser. Mais en tout cas, je pense que ce sont des coûts qui sont quand même gagnants. Merci Jean-Baptiste. Virginie, le critère économique est un peu moins important, j'imagine, de par les volumes, tout simplement MAE, mais les critères de...
Non. Ça reste très cher hein, quand vous avez à payer des solutions à éditeurs qui vous tiennent en captivité et la symétrie est peut-être encore plus forte en fait, hein, parce qu'effectivement Vous êtes encore au plus ministère petit, de vous l'Europe êtes et des encore- Affaires étrangères, on est une DSI relativement modeste, effectivement, on a 270 personnes en administration centrale, des implantations à l'étranger dans plus de 200 sites, donc ce qui est quand même une complexité particulière à gérer. Et puis on a toujours eu à cœur les enjeux de souveraineté, donc on opère beaucoup de fonctions qui, dans d'autres DSI de l'État, peuvent être externalisées. Et puis voilà, on a un poste de coût réseau mondial qui nous grève pas mal. Donc voilà, la question de la ressource, elle est centrale pour nous. Et c'est vrai qu'on vit encore plus la symétrie quand on travaille avec des très gros éditeurs, effectivement, dans lesquels on a ce rapport de force-là. On a parfois l'impression déjà d'avoir une armée de juristes et d'avocats, une complexité dans l'articulation des licences entre les différentes briques, des millésimes différents, des options différentes, des métriques différentes. Donc tout ça est une complexité folle, très difficile à gérer pour des organisations relativement conséquentes mais relativement modestes. Et on a parfois l'impression effectivement de plus payer le maintien d'une compétence juridique et contractuelle chez les éditeurs que vraiment l'innovation et le développement des services. Donc quand on en arrive là, la question effectivement d'opter plutôt pour des solutions open source, une solution, c'est une option séduisante avec quand même, on parlait des défis. Un des défis pour nous, c'est que l'investissement dans les compétences humaines s'inscrit dans un cadre relativement limitatif pour les organisations publiques et les organisations d'État encore plus, même si aujourd'hui on a quand même une prise de conscience du fait qu'il y a une nécessité à réinternaliser de la ressource dans la sphère publique, dans la sphère numérique publique. Donc c'est très bien, ça nous redonne des marges de manœuvre, ça nous redonne des options, mais on sait aussi qu'on ne va pas pouvoir... il va falloir qu'on cible nos investissements en compétences, en ressources et en maîtrise, et qu'on va devoir, on va dire, panacher les modèles. On peut aller vers des solutions open source, mais en s'appuyant sur des ESN, sur de l'expertise externe, sur des éditeurs même qui vont s'appuyer sur des solutions open source. Donc voilà, le niveau d'internalisation et de maîtrise de la compétence, il est variable, surtout qu'on a un domaine numérique qui se spécialise de plus en plus. Donc on sait qu'on ne sera pas en mesure de maintenir de la compétence pointue interne sur tout. Et donc voilà, on a un vrai travail par contre de cartographie, de où sont nos postes stratégiques sur lesquels on veut aller jusqu'au maximum de la maîtrise de la compétence en l'intégrant chez nous. Et puis après, où est-ce qu'on s'inscrit dans un partenariat contractuel, mais qui reste quand même nettement plus équilibré, y compris sur le plan économique, et puis aussi sur le plan de la maîtrise technique et de la maîtrise des risques, de l'auditabilité, parce que des fois aussi on souhaite pouvoir, le mode SaaS ne nous satisfait pas, on souhaite pouvoir avoir des solutions on-premise chez nous. Donc voilà, ça nous permet quand même de pouvoir moduler et placer les curseurs dans un optimum global qu'on essaie de penser de la meilleure manière possible. Donc vous panachez. Vous disposez un peu des services de la DINUM pour la maintenance, quand c'est sur les solutions open source ou... Alors, la direction interministérielle du numérique, donc la DINUM, opère un certain nombre de solutions interministérielles collaboratives qui, à terme, ont l'ambition qu'on espère voir se réaliser, d'être une alternative à Office 365. Les questions d'investissement, de masse critique, de mutualisation et de la gouvernance qui s'y associe sont évidemment centrales. Mais oui, nous, on a recours à on développe certaines de nos solutions open source nous-mêmes pour nos besoins. On s'appuie aussi sur les offres de la DINUM, donc ça dépend vraiment des segments. On a quelques projets aussi de développement de nouveaux services sur la base de briques open source qui sont en cours on va dire en cours d'émergence et on travaille très bien avec nos partenaires. Ok. Merci Virginie. Quelque chose sur ce plan-là, Alain, ou on attend le... Non, enfin moi je pense que vous avez évoqué très rapidement des talents, enfin des compétences, etc. L'open source c'est aussi un facteur d'attractivité. Pardon ? Un facteur d'attractivité. Oui, tout à fait. C'est un facteur d'activité et puis disons encourager les gens à participer à la communauté open source, c'est un facteur de les mettre en avant. Comme je disais, tout l'écosystème qui est autour. Et puis il y a toute la philosophie qui va avec l'open source. Il y a ce papier, disons. Comment dirais c'est vraiment fondamental qui a été écrit à l'époque par Éric Raymond, qui était un des théoriciens de l'open source, si je peux dire, au début, qui s'appelle la cathédrale et le bazar, qui parlait déjà, il y a déjà quelques décennies peut-être déjà de l'open source comme le bazar dans lequel organisation finalement horizontale
qui préfigurait aujourd'hui tout ce qui se fait dans l'agile, etc. Et ça, c'est ce qui vient aussi avec l'open source, finalement, quelque chose de très ouvert, ou de très divers aussi. Ça fait partie de ça, et ça fait partie aussi de ce qu'on peut impulser, nous, au travers de nos équipes, quoi, voilà. Alors, justement, bonne transition, merci Alain. Là, on parle open source propriétaire, et les choses en réalité sont beaucoup plus complexes que ça. Si on zoome un peu, par exemple, sur Red Hat, avec CentOS, c'est pas du propriétaire, on n'est pas chez Oracle, on n'a pas à faire des audits. Vous parliez, hein, Jean-Baptiste, quand on préparait d'un partenariat, enfin d'un accès au code source. En même temps, il y a des évolutions du changement de licence, de changement de support. Est-ce qu'on peut zoomer un peu? C'est pas totalement open source par rapport à la philosophie? Non, mais les partenariats qu'on peut nouer avec des grands acteurs qui ont un ADN open source, type Red Hat par exemple, n'ont rien à voir avec les partenariats qu'on va nouer avec des éditeurs de solutions commerciales boîte noire. On n'est pas du tout dans la même approche, on est dans des approches partenariales entre techniciens en fait, hein, où on va monter des solutions globales, des solutions accompagnées, et sur lesquelles je pense qu'il y a une forme de transparence, hein, sur la manière sur les roadmaps, sur ce qui va être loqué, ce qui ne va pas être loqué, sur ce qu'on pourra utiliser, ce qu'on ne pourra pas utiliser, évidemment sur la partie code. Donc pour moi, c'est une nécessité. Ouais. On a fait l'expérience parfois de vouloir se débrouiller tout seul sur des solutions complexes, type cloud par exemple. Bon, il y a un moment où on arrive à nos limites. On ne peut pas imaginer concurrencer des énormes entités qui proposent des solutions cloud avec nos quelques développeurs de bonne volonté et très compétents. Mais voilà, à un moment donné, c'est compliqué. Nous, on a fait ça. On a fait une première étape, hein, avec full open source, avec une solution cloud, hein, de confiance pour le coup, hein, privée. Mais à un moment donné, on a dit stop. Parce que là, pour le coup, je vais brûler tout le gaz, hein, sur le sujet, alors que je dois développer des solutions métiers avant tout. Et c'est là qu'à ce moment-là, ce type de partenariat est très important, parce qu'on est avec des sociétés qui, en effet, ont ce même ADN que nous et qui sont dans une volonté de nous aider à nous transformer, quelque part, et donc de faire progresser les solutions que l'on a en tête. Et en fait, on ne nous impose pas une solution clé en main toute faite, mais on va travailler sur l'intégration globale de ce qu'on souhaite faire dans ce cadre-là, avec des produits, en effet, qui sont packagés et pour lesquels on va gagner beaucoup de temps. Et en plus, il y a tout un accompagnement d'ingénierie, il y a toute une partie formation aussi, qui est indispensable, acculturation de nos équipes. Et je pense qu'il y a un moment donné, il faut quand même être raisonnable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire soi-même. On ne peut pas tout refaire. On ne peut pas tout refaire, on ne peut pas réinventer tout ce qui se fait par ailleurs. Ça serait quand même... ouais, c'est un peu difficile. Donc pour préciser sur CentOS, enfin je sais pas. Alain, alors je pars sur la partie CentOS. C'est vrai que nous, on avait tous nos OS étaient CentOS jusqu'il y a peu, et puis à un moment donné, on a dit d'abord parce qu'il y avait plus de support, hein, donc on a dit stop, on va passer à de la RHEL, hein, donc qui est la version Red Hat de Linux, donc parce qu'à un moment donné, il fallait basculer. Il y a d'autres sujets sur lesquels, par contre, on reste très autonome parce qu'on considère qu'on a une grande compétence, et qu'en fait, les évolutions ne sont pas si compliquées que ça. Je pense par exemple aux bases de données. Aujourd'hui, notre Postgre, nous, il est upstream, hein, donc il n'y a pas de... on utilise vraiment... C'est une maîtrise interne totale, 100%. Ouais, par exemple. Donc ça dépend. Ça va dépendre de est-ce qu'on se sent dans une zone de confort ou pas, est-ce qu'on est à l'aise avec le sujet ou pas, est-ce que ça va nécessiter des gros investissements ou pas, est-ce qu'on est en risque, est-ce qu'il y a des sujets de vulnérabilité, de sécurité, etc. Donc on va analyser tout ça, puis on va regarder qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place, hein, comme écosystème autour des solutions qu'on va utiliser. Il y a aussi des éditeurs, hein, il y en a qui sont présents ici, type Linagora, etc., qui ont des compétences qui peuvent, le cas échéant sans doute, apporter aussi, qui ont des spécialistes, hein, de ces sujets-là, et qui peuvent aussi nous assister. Hein. On a beaucoup de contrats de support aussi avec des ESN. Donc voilà, il faut construire, en fait. Hein, il faut construire un écosystème. C'est ça. On n'est plus chez Oracle propriétaire open source, un écosystème qui est différencié en termes de boîte de services. C'est ça. Et il y a une proximité. Il y a une proximité. Moi, chez les grands éditeurs commerciaux, souvent, lorsqu'on sent que ça ne va plus, on vous réexplique, mais oui, mais c'est ça la Corp qui, aux États-Unis, a décidé que. Donc là, c'est fini, c'est loqué, vous ne pouvez plus rien faire. Là, c'est pas ça. On est dans un partenariat, on monte des projets ensemble. Et pour prendre l'exemple de Red Hat, hein, je pense qu'ils sont présents dans la salle, ils sont complètement impliqués dans notre plateforme cloud qu'on est en train de construire. Ils sont avec nous sur ce sujet-là. Donc ils ne vendent pas qu'un produit. Alain, réaction sur le sujet?
Ouais, non, enfin, c'est ce qu'on a déjà évoqué. Sur le plan économique, un plan Oui, économique. enfin, pas spécifiquement CentOS, mais disons que c'est fait partie des challenges de l'open source. Je pense que vous l'avez très bien dit, hein, il faut y aller avec de la lucidité. Hein. Et c'est du cas par cas. Puis, voilà, puis après, suivant les sujets, vous avez des fois des changements disons des changements stratégiques qui vont influencer votre roadmap. Alors CentOS par exemple. Enfin là, on a eu aussi HashiCorp récemment, hein, qui est sorti de l'open source d'une certaine manière. Donc c'est des choses auxquelles il faut se préparer. Et puis voilà, il faut être prêt à réagir. Et puis ça demande une lucidité quand on est dans l'open source. Talend par exemple, la vente de Talend annoncée pour le mois de janvier. Vous êtes utilisateur peut-être de Talend? Alors non, on n'est pas utilisateur de Talend. Même, bon, sur le data. Talend va être vendu à Click. Je ne sais pas, les gens doivent être au courant, j'imagine, si vous êtes. Donc, va être ce qui va en faire un logiciel propriétaire, j'imagine. Oui, bah ça va être certainement. On va rejouer une énième fois le même jeu, voilà, que j'ai évoqué. Dont on peut multiplier la liste, quoi. Voilà, il faut être prudent et puis il faut savoir réagir. J'ai mis un dernier point dans l'économie qu'on a fait à peu près le tour. Oui, non, je pense que voilà, ça a Ouais. été dit. C'est vrai que c'est quand même assez plaisant de pouvoir s'inscrire dans une relation qui est plus une relation de partenariat, de co-construction, assez ouverte, plutôt en confiance, que dans une relation strictement contractuelle où voilà, on paye cher et on n'est pas forcément toujours très très bien considéré. Okay. Alors, la troisième partie, c'est la partie plutôt techno. Donc, comment peut-on utiliser l'open source? On a déjà évoqué ça à travers le prisme un peu des stratégiques, et avec un zoom sur l'aspect cyber. Donc là, vous avez pas mal réagi avec des problématiques très différentes d'ailleurs. Donc, je ne sais pas, Virginie, en tant que vous êtes, je crois, la deuxième structure étatique la plus attaquée après l'Élysée, non? Oui, c'est ce qui se dit, c'est effectivement qu'on est l'organisation gouvernementale la plus exposée après l'Élysée. Donc oui, la question de la cyber, elle est centrale pour nous. Et c'est vrai que ce que permet... vous sécurisez combien de sites? Il y a combien d'ambassades, enfin, à peu près 200. On a 200 implantations mondiales et plusieurs sites en France métropolitaine. Donc effectivement, c'est on va dire un périmètre important et très étendu pour une organisation relativement modérée dans sa taille. On est en pleine... c'est un peu cette logique de réarmement du numérique public. Ça se retrouve aussi dans le volet cyber chez nous, avec un investissement toujours permanent, mais encore renforcé dans notre capacité cyber. Mais c'est vrai que la première des choses, c'est la maîtrise de son parc. Et effectivement, quand justement je parlais on a une forte demande, un fort besoin, on va dire, d'avoir des solutions on-premise pour justement des questions de souveraineté. Et c'est vrai que d'avoir une capacité, une transparence comme on peut l'avoir sur les solutions open source, cette capacité d'auditabilité complète et pas uniquement sur quelques processus ou quelques features, c'est vraiment pour nous un gage de confiance, de maîtrise de notre parc. Et c'est beaucoup plus confortable dans cette logique-là que d'avoir recours à des solutions propriétaires, évidemment. Vous migrez vers une solution open source pour la messagerie? Tout à fait, c'est partie du projet que j'évoquais. On est en train de construire, de réfléchir de construire une solution alternative sur notre messagerie. Et on est C'est des raisons de maîtrise techno ou cyber plutôt, enfin sécurisation. C'est des raisons de maîtrise, de confort d'utilisation. Ça mixe un peu toutes les dimensions, l'aspect économique, l'aspect maîtrise aussi de notre environnement, la capacité justement à agréger une offre collaborative plus facilement sans être captif d'offres collaboratives sur étagère qu'on connaît bien, mais sur lesquelles la souveraineté est un vrai sujet. De toute façon, on est aussi contraint par la doctrine cloud au centre et la nécessité de maîtrise de l'hébergement de nos données. Donc forcément, avec une perspective on va dire de bascule totale des outils Microsoft sur du SaaS, on est obligé de se poser la question des solutions alternatives. Et la messagerie reste un point central dans la constitution de l'offre de services et des outils pour les agents du ministère. Et donc forcément, c'est cette brique-là qu'on construit en premier lieu. Okay. Alain, je crois que c'est aussi... Alors, c'est pas du tout le même contexte pour vous? Non. Donc, du broadcast TV, vous avez une architecture lourde, on peut le dire, en termes techniques. Ouais. Mais disons, moi sur le cyber, en fait, donc vous avez parlé de l'électrochoc que vous avez eu lors de la négociation avec Oracle.
Moi, un des électrochocs, c'est Log4j, quoi. C'est l'épisode qu'on a vécu en décembre 2021. J'imagine que je ne suis pas le seul à avoir vécu, où un certain nombre d'entre nous ont dû passer certains week-ends assez animés, et qui, je pense, a fait comprendre un certain nombre de choses. Et puis, quand je parle de lucidité, cette lucidité, on l'acquiert chièrement, hein, disons. Et Log4j fait partie de cette learning curve sur comment on maîtrise dans nos chaînes d'approvisionnement les briques open source. Alors, nous particulièrement parce qu'on est un éditeur qui offre ses solutions sur la planète à différents types d'opérateurs, des fois on-prem, dans le data center, des fois dans le cloud, dans différents clouds. Et donc, il y a un certain nombre de leçons qu'on est en train de mettre en place, parce que ce n'est pas des choses qui se font de manière automatique, mais qu'on a pris, on a pris le pli après cet épisode-là. La première leçon, disons, c'est la maîtrise de ses inventaires, savoir les versions de soft, quelle version, où, quand, comment. Voilà. Le SBOM. Alors là, voilà, on va y venir de manière maintenant, avec tout ce qui se prépare en termes d'arsenal légal, mais voilà, avoir les outils qui nous permettent de gérer ces inventaires. Deuxième leçon, c'est toute la partie automatisation. Donc on était déjà bien dans tout ce qui était CI/CD, mais aller encore plus loin dans tout ce qui est le DevOps. Voilà. Enfin, maintenant, on est en train de rentrer déjà dans le GitOps. Enfin, ouais, donc, et quand je dis le code, c'est notre code applicatif, mais pas que, c'est aussi nos scripts. Vous voyez, le code, il est partout aujourd'hui. Infrastructure comme application pour... Tout à fait. Tout à fait. Alors GitOps, voilà, ça fait partie aussi de ça. Et puis le troisième grande leçon, c'est tout ce qui est lié au DevSecOps. En fait, faire rentrer l'approche sécurité le plus tôt possible dans le cycle de développement de nos produits. C'est-à-dire que des choses aujourd'hui, voilà, dans l'IDE de nos développeurs, dans l'environnement de développement du développeur, déjà l'identification des librairies, des CVE avec les scores CVS, etc., tout ça déjà dès le départ, parce que le plus tôt on arrive à gérer ça, économiquement, le moins ça a un impact. Ça reste encore, il y a encore beaucoup de challenges, hein, mais disons tout ça, on l'a intégré, après les expériences qu'on a vécues comme Log4j par exemple. Mais dans votre SI, la part open source, c'est quoi? C'est 50, 60, 80%? Je ne pourrais pas vous donner un chiffre, mais ça va croissant, c'est évident, parce que voilà, on est... Des histoires de maîtrise de la supply chain logicielle. Voilà, et puis des histoires de maîtrise de la supply chain logicielle, et puis des histoires économiques également, voilà, qui fait que dans les discussions avec les éditeurs, voilà, il faut qu'on se pose ces questions-là. Vous réinternalisez comme l'État au sens large, vous avez tendance à réinternaliser une partie des devs, c'est ça? Alors, oui, encore une fois, on le fait ça au cas par cas, c'est pas systématique. Et je vous dis, il y a certaines expériences où on a parié sur des solutions, et puis la communauté n'a pas été bien maintenue, donc voilà, ça n'a pas toujours été bien vécu aussi. Donc voilà, on fait ça au cas par cas et de manière très lucide. Ok. Jean-Baptiste, un dernier point sur l'aspect techno. Alors, sur la partie cyber, moi, d'abord, quelque chose qui me paraît être qui coule de source. L'open source n'est pas plus vulnérable qu'autre chose, hein, donc il faut que ce soit clair. C'est-à-dire que le problème de la vulnérabilité, c'est le problème de la dette technique, c'est le problème de ce qui a été dit, hein, la gestion de ces versions. Il y a des outils open source qui sont aussi de très bons outils cyber. Il y a aussi d'autres outils. Enfin, de toute façon, je pense que voilà, sur cette partie-là, c'est pas ça qui nous crée des inquiétudes particulières. Et c'est plus un sujet de... Alors nous, on a évidemment aussi pas mal d'enjeux critiques sur lesquels il faut qu'on mette des surveillances importantes, de la prévention, de la remédiation, de la mitigation, etc., de risques, hein, sur tous ces sujets. On est un organisme de service essentiel, donc ce qui nous donne un certain nombre d'obligations pour pouvoir protéger nos actifs, hein, nos actifs critiques. Donc évidemment, c'est un sujet en soi, à part entière. Et l'open source, là-dedans, n'entre pas dans le débat, en fait. Open source, il fait partie de nous, donc on a des solutions open source, on en a qui n'en sont pas, et donc... c'est open source by design, c'est ça. Juste une question que j'aurais pu poser au niveau de la stratégie, mais j'en ai parlé à Virginie en préparant la table ronde. Une étude commanditée par le ministère de la Justice des Pays-Bas définit que le cloud souverain, donc je parle de l'offre bleue, à laquelle appartient Orange, d'un côté, et ne mettrait pas à l'abri du Cloud Act. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, si c'est nouveau pour vous. On n'est pas vraiment en termes de cyber, de hacking, là, mais en termes de données perso, de protection des données perso.
Est-ce que vous avez une idée? Alors, C'est moi, un je peu crois nouveau. que Hein, c'est pas nouveau pour moi. Hein. Ça n'a jamais protégé. Enfin, je pense que la souveraineté, encore une fois, je l'ai dit en début de table ronde, Total n'existe pas. Et dès lors que vous avez des solutions avec des opérateurs qui eux-mêmes sont étrangers et ou avec des infrastructures qui elles-mêmes sont étrangères, c'est pas parce que vous hébergez des données sur le sol français que vous êtes complètement protégé du Cloud Act. Hein. Donc, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, il y a eu beaucoup d'écrits, il y a eu beaucoup de choses échangées là-dessus. C'est pour ça que moi, je raisonne plus en sphère de confiance. Nous, on est en train de construire une sphère de confiance pour l'ensemble de la sphère sociale que l'on maîtrise. de mutualiser au niveau de tous les organismes que vous disiez tout à l'heure. Alors après, il y a des initiatives qui m'ont l'air plus ou moins de confiance. Hein. Bon, vous avez évoqué Bleu, il y a Sens, il y a NumSpot qui quand même arrive là vite aussi. Par contre, là où on peut être confiant quand même, je trouve, hein, c'est qu'on a eu des tas d'initiatives qui se sont alors, largement plantées depuis des décennies, hein, les Numergy, CloudWatt, etc., même GaiaX. Hein, et là, on voit une nouvelle génération de solutions qui arrivent sur le marché. Et là, je ne sais pas pourquoi, je me sens un peu plus optimiste hein, sur le fait qu'elles vont sans doute arriver quelque part et déboucher. Et on sent qu'il y a voilà, ça commence à poindre et donc c'est assez intéressant. Ok, ben, bonne nouvelle. Virginie? Oui, vu de notre point de vue, enfin, du point de vue du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, si on regarde aujourd'hui, par exemple, le rapport du CERT-EU pour ces 10 ans, là, qui a été rendu public cet été, les 3 secteurs les plus sujets aux cyberattaques, c'est les agences gouvernementales, l'activité publique, les affaires étrangères et le transport. Donc déjà, nous, on en cumule 2 sur la diplomatie et le transport. Donc, on en cumule 2 sur les 3. Donc voilà, en termes d'exposition, c'est pas mal. Et effectivement, donc on sait qu'on est sous la pression permanente on va dire de cyberattaquants qui sont l'émanation d'États dans des logiques de rapport de force entre États. Donc forcément, on a une approche un petit peu plus sensible sur la question de l'extraterritorialité du droit américain et la manière de s'en préserver. Alors, je note quand même pour l'étude qui conclurait à l'applicabilité du Cloud Act, entre autres, sur des acteurs qui non seulement hébergent leurs données en Europe, mais en plus ont des structures capitalistiques majoritairement européennes. Donc c'est aussi ça qui rentre en ligne de compte. Qu'elle émane qu'elle est à l'initiative des Pays-Bas, qui sont quand même un des États européens, pour les avoir bien pratiqués, les plus atlantistes et les moins enclins à soutenir la recherche d'une souveraineté européenne, et qu'elle a été réalisée par un cabinet américain. Donc la question on va dire, des arrière-pensées dans cette étude peuvent quand même être posées. Il y a un vrai sujet, hein, en tout cas, qu'on va devoir clarifier rapidement, parce que c'est vrai que dans le cadre de la doctrine cloud de l'État, donc qui s'applique à l'ensemble des administrations d'État, on a des exigences très fortes, et aujourd'hui on cherche encore le meilleur chemin avec les offres on va dire du marché pour y répondre. On a des clouders français, européens qui proposent un certain nombre d'offres labellisées, mais aujourd'hui qui ne permettent pas d'aller aussi loin dans justement la recherche de CI/CD, DevOps, DevSecOps, donc qui sont un petit peu limitatives. On voit arriver ces groupements qui associent hyperscalers ou très grands opérateurs SaaS avec des ESN, avec des acteurs du numérique français, avec ces questions juridiques qui sont encore en suspens, même si un certain nombre de garanties prétendent être apportées, mais évidemment qu'on regarde ça de très très près, parce que ça va conditionner notre transformation à venir à très très brève échéance, et c'est pour nous un besoin de pouvoir trouver des solutions qui répondent. Okay. Merci. Je pense qu'on a fait à peu près, on a balayé pas mal le sujet là, hein, aspect technique. Le dernier point, c'est le Green IT. Alors un point un peu galvaudé souvent, hein, faut pas. Donc là, on avait défini un peu plusieurs questions. D'abord, une question de métrique. C'est peut-être plus facile. Alors c'est une question hein, que je vous pose à tous les 3. Est-il plus facile d'avoir des métriques de consommation, hein, tout simplement électrique par exemple, avec l'open source qu'avec des solutions plus classiques, propriétaires ou autres? Alors, je peux dire un mot de ce sujet parce que j'ai initié un certain nombre de projets, spécifiquement dans notre sphère d'activité verticale, qui est finalement le streaming vidéo.
Donc, qui consomme énormément. Pardon ? Ça consomme. Alors beaucoup. oui, c'est encore un peu sujet à controverse, disons, parce que vous voyez, c'est suivant la manière dont vous mesurez une demi-heure de streaming Netflix. Est-ce que c'est 2 bouilloires, 5 bouilloires que vous faites faire bouillir l'eau. C'est encore sujet à controverse. Ça dépend du film, c'est ça ? Ça dépend aussi du terminal que vous allez utiliser, ça dépend du réseau sur lequel vous allez passer. Donc la première étape qu'on avait faite... alors, la problématique du green dans notre verticale, elle dépasse largement la question de l'open source. Hein. C'est des choses qu'il faut qu'on mette en standard, mais c'est vrai que l'open source est un accélérateur pour déployer certaines solutions. Et donc la première étape, nous, qu'on avait initiée, déjà, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut mesurer un chemin, finalement, entre différents chemins, le broadcast, le multicast, vous voyez, quel réseau. Et pour une expérience utilisateur donnée, ça je parle pour moi, dans la vidéo, toujours peut-être orienté vers le chemin le moins consommateur. Et puis là, on est en train donc c'était un projet qu'on avait mené qui s'appelait le projet Nested. Et là, maintenant, on est en train d'étendre ça aux sous-jacents. Vous voyez, tout ce qui est le Kubernetes, la virtualisation, etc. Et là, on a fait dans l'open source. Vous avez pas mal de stacks, certaines d'ailleurs dans le projet SNCF. Hein, dont on peut se servir. Il y a les projets Kepler, par exemple, donc qui vont vous expliquer. Kepler, c'est mené par Red Hat. Alors voilà, Red Hat est en effet un leader sur le sujet. Mais c'est pas le seul. Hein. Il y a d'autres stacks. Hein. Enfin, il y a d'autres choses à prendre en compte. Comment vous gérez la scalabilité, par exemple. Vous voyez, c'est des champs de choses. Tout ça fait que vous pouvez, en effet, au niveau de l'infrastructure et puis des métriques que vous allez collecter au niveau des kernels, hein, BFF, vous allez pouvoir optimiser, d'abord collecter et puis ensuite optimiser. C'est ça vers ce vers quoi on travaille aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc l'open source, un des moyens pour accélérer un peu, de contrôler un peu plus l'empreinte carbone. Jean-Baptiste, je crois que vous me disiez que dans les cahiers des charges, même pour de la TMA, enfin de la tierce maintenance applicative, vous commenciez à demander. Alors, ce qui est sûr, moi je vais pas dire forcément que l'open source permet de mieux maîtriser son empreinte carbone, parce que j'en sais rien. Pour être honnête, et je pense que les éditeurs aussi ne vont pas que les pointer du doigt, ils font aussi beaucoup d'efforts pour essayer de la maîtriser, parce que c'est quand même un sujet qui est le sujet de tous. Donc, en revanche, ce qui est sûr, c'est que ce sont des notions aujourd'hui qui sont incontournables dans la conception que l'on fait de nos applicatifs, dans la manière dont on développe, dans la manière dont on noue des partenariats avec les ESN qui nous entourent, avec les intégrateurs, avec même les fournisseurs d'infrastructures. Hein. Là, par exemple, je suis en train de sélectionner des infras de stockage. J'arrive à avoir des rapports de 60% entre les différentes consommations des infrastructures pour les mêmes puissances. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important aujourd'hui et auquel on accorde une importance. C'est un critère de choix. Enfin, vous pondérez, oui, tout à fait. Ah oui, c'est un critère de choix. Est-ce que les matériaux sont recyclables, etc. Donc ça fait partie des éléments. Et donc toute la partie Green IT au sens éco-conception, etc. C'est aussi des éléments. Là, on vient de publier notre schéma directeur. Ça fait partie des éléments. C'est un chapitre entier du schéma directeur, par exemple. Voilà. Ok. Et dans les marchés que vous passez, c'est un des critères. Oui, c'est des critères bien sûr. Oui, c'est des critères qui sont dans les marchés. Oui. Virginie ? Oui, on a tendance à dire, et c'est vrai que dans le numérique, la majorité, 80% à peu près de l'impact carbone, c'est sur les matériels. Donc on peut se dire qu'après tout, la dimension logicielle, l'éco-conception, c'est quelque chose d'assez accessoire. J'avais eu le débat avec des nouveaux arrivants à la DINUM à l'époque sur le sujet. Mais là où je pense qu'il y a une vraie convergence, en tout cas entre l'état d'esprit, la manière d'approcher les choses dans la démarche open source et la démarche on va dire, de numérique éco-responsable, de limitation de l'impact carbone, c'est aussi de se dire que dans la manière de concevoir justement les logiciels, on a une approche qui ne vise pas justement l'inflation continue, l'obsolescence, une pression à l'obsolescence de plus en plus grande, et donc cet impact indirect sur la nécessité de remplacer nos infrastructures, nos équipements, nos terminaux. C'est quand même quelque chose qu'on a intérêt à intégrer, y compris dans la démarche logicielle, parce que voilà, on a quand même tout un parc à maintenir dans la durée et pouvoir avoir cette approche qui va rechercher l'optimum et pas le maximum de la consommation, que ce soit en termes de consommation énergétique, de capacité des équipements. C'est aussi un gage de limitation dans la durée de cette pression à l'évolution permanente sur la partie
la partie matérielle du numérique. Et c'est vraiment, j'en discutais avec des collègues avant de venir, c'est vraiment effectivement quelque chose qu'on retrouve dans les communautés numériques éco-responsables et open source. Ce sont des logiques presque philosophique en fait dans la manière de se poser la question de comment on construit les choses, dans quel objectif, dans quel but et pour quel bénéfice commun. Et cette recherche du bénéfice commun, c'est vraiment à mon sens le fil rouge qui lie les deux et justement qui fait que peut-être pas aussi directement que par le biais des indicateurs de consommation, mais on a des leviers pour maîtriser notre impact environnemental dans le numérique. Un état d'esprit, alors, en Oui, gros. et au-delà de ça, je pense qu'il y a des actes même politiques qui vont au-delà de la manière dont on va coder ou la manière dont on va consommer notre informatique. Nous, acteurs du monde social ou acteurs du monde public, je pense qu'on a une vraie responsabilité sur l'urbanisation globale des systèmes d'information du secteur public et du secteur social. Pour parler du social, aujourd'hui, il y a 19 data centers dans le social, je crois. A-t-on vraiment besoin de 19 data centers? Tout ça, c'est lié à notre histoire, nos cloisons, oui, la façon dont on est conçu. Et là, il y a sans doute des choses à faire, des urbanisations nouvelles à imaginer, des accords à passer entre cousins, là qu'on est, moi, entre la branche maladie, la branche retraite, etc. Peut-être qu'on peut faire des paires à croiser entre nous, des choses comme ça, alors que ça ne se fait pas aujourd'hui. Hein. Ou héberger nous-mêmes des petits acteurs qui pourraient, des petits régimes qui outsourcent. Donc il y a vraiment, je pense, une vraie responsabilité des acteurs, des uns et des autres, pour pouvoir aller vers quelque chose qui soit, pour le coup, un peu plus responsable. Je ne sais pas si quelqu'un travaille dans un organisme social et veut réagir dans la salle. Non. Non, c'était susciter le... Oui, mais ça implique quand même ça implique c'est des décisions qui dépassent quasiment la DSI à ce niveau-là, non? C'est des décisions de haut niveau. Oui. De direction générale, à ce niveau-là. De tutelle même. Hein, de tutelle, pardon, oui. Nous, à notre niveau, on commence à le voir poindre dans certains appels d'offres. Oui, certains gros opérateurs qui prennent des engagements net zéro carbone à des horizons qui se rapprochent. Donc, ils commencent déjà à le mettre, enfin, le scope 3, hein, ils commencent à le mettre pour que nous, en tant que sous-traitants, lorsqu'on offre une solution, ce soit dans les appels d'offres, on commence à le voir. Hein, donc, ça devient vraiment concret. Hein. C'est-à-dire que le bilan carbone sur le bilan GES, vous êtes soumis j'ai plus les dates en tête, au scope 3, c'est-à-dire savoir ce que le bilan est mis par les sous-traitants. Voilà, ça commence à venir. Enfin, ça commence à venir, disons, petit à petit, mais là, ces derniers mois, on a commencé à voir des choses, en effet, arriver. On vous demande au DSI, dans les différentes DSI, on vous demande de... Alors, on va nous demander, lorsqu'on va vendre des solutions, expliquez-nous ce que vous faites, combien ça consomme, etc. Quoi. Pareil, Jean-Baptiste, Virginie, pareil, on vous demande, j'imagine. Hein. C'est la même approche. Ouais. Et ça se passe facilement, je veux dire. Je pense que ça y est maintenant, oui. Tout le monde s'est rentré dans les mœurs et dans la façon de faire de nos secteurs achats, des solutions qui sont vendues. Enfin, tout le monde est complètement conscient de ces critères, oui, absolument. C'est une évolution récente. Ok, on va arriver au terme. On a quelques minutes pour prendre des questions. Quelqu'un a une question? Oui. Oui, bonjour, merci à tous. Benoît Pénicaud de Nextcloud. Déjà, Madame Rosière, merci beaucoup, parce que vous nous avez choisis. Alors, j'illustre un peu pour tous ceux qui sont là que ce n'est pas que un discours, c'est une réalité d'avoir choisi des acteurs de l'open source, donc c'est parfait. Monsieur Courouble, en fait, je vous ai découvert sur une interview que vous avez faite à l'Informaticien, c'était en avril dernier, dans lequel déjà vous décriviez ce cap. Je vous vois hocher de la tête, je ne sais pas si vous vous souvenez. si. Et donc, vous mentionniez déjà le discours que vous tenez sur moins de dépendance dans les acteurs, les grands éditeurs, notamment américains. Et vous mentionniez Microsoft à l'époque. En fait, la question que j'ai, c'est quel conseil vous donneriez je pense qu'il y en a beaucoup ici, aux acteurs de l'open source, pour qu'on puisse bien ou mieux vous atteindre, vous, les acteurs de la santé ou les ministères, et comme ça, créer ces partenariats que vous mentionnez tout à l'heure. Merci. Merci oui, c'est une question, et notamment sur ce que vous évoquez et ce que vous représentez, parce que la partie collaborative, à mon avis, est celle sur laquelle on a plus de difficultés à sortir. Et j'avoue que la stratégie des grands éditeurs commerciaux sur cette partie collaborative a été très agressive et ils ont fait très fort en fait en quelques années. Maintenant, il faut qu'on arrive à en sortir. Et en fait, moi, c'est pas tellement moi qu'il faut convaincre en fait, hein, c'est nos usagers. Parce qu'eux, ils adorent tout ça, ils adorent tout ce qu'ils peuvent faire, cette intégration totale qui est faite aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas
comment dire, les inquiétudes que nous, on peut avoir sur la sécurité, sur le RGPD. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'au-delà même de l'endroit où sont stockées les données, etc., il y a des comportements qui sont faits avec les outils de Microsoft, par exemple, qu'il faut, pour ne pas le citer, qui aujourd'hui nous mettent en grand danger. Moi, je me suis fait auditer par l'ANSSI sur ce qu'on trouvait dans notre tenante Microsoft. C'était vraiment terrible, en fait. Hein. Bon, je pense qu'il faut... pour moi, il faut vraiment être en capacité de pouvoir montrer que ce qui est fait par tout un tas d'éditeurs aujourd'hui, open source, nous permettrait d'envisager une sortie. Et aujourd'hui, on ne le voit pas suffisamment. Je vois quelques initiatives, mais je n'en vois pas vraiment de manière globale. On a l'impression que le sujet du collaboratif, c'est le plus compliqué. Je ne dis pas qu'il faut qu'on sorte complètement Microsoft. On pourrait très bien imaginer d'avoir un Office avec la bureautique qui soit sur on-premise. Et ça, il y en a qui le font. Moi, j'ai des collègues qui l'ont fait. Bon, ça n'a pas été simple parce que il y a un tel lobbying de Microsoft pour pouvoir en sortir que c'est compliqué, mais ça se fait. Donc, de toute façon, moi, je peux vous dire de mon côté que, pour parler pour ma paroisse, c'est que c'est un objectif que je me suis fixé, que justement, alors je ne dis pas de sortir à 100%, mais en tout cas de trouver des voies de sortie, parce que sinon, ça va être très compliqué. Voilà. Et donc, on est prêt à vous rencontrer. Et je vous connaissais par un de mes collègues qui était à la CNAM, pour ne pas la citer, et qui travaille avec vous notamment. Bon, merci Jean-Baptiste. Une autre question? Bon, ben on va vous remercier. C'était très intéressant. Merci.